Bonjour à tous, je m'appelle Charlène Bélanger et je suis bien heureuse en fait de pouvoir vous parler aujourd'hui puis de partager un petit bout de mon quotidien avec vous et de ce qui m'anime donc tous les jours dans le cadre de ce beau projet qui est le laboratoire numérique du Musée des Beaux-Arts. Comme vous pouvez le voir, je suis chez moi, à la maison, confinée, comme la plupart d'entre vous. On jongle avec le télétravail, l'école à la maison, les projets de Lego et les chats. C'est possible que vous voyez passer mon fils ou un chat pendant l'entretien, donc je m'excuse à l'avance si vous les voyez passer derrière moi. Donc j'ai reçu quelques questions auxquelles je voudrais répondre. La première question, c'est quelle est ma mission au Musée des Beaux-Arts? Donc moi, j'ai été engagée par le musée il y a 1 an et demi environ, avec le mandat de mettre sur pied et de développer le nouveau laboratoire de médiation numérique qu'on appelle maintenant le PRISM. Le musée a reçu une subvention du plan culturel numérique du ministère de la Culture du Québec pour mettre sur pied ce laboratoire. Et donc, je me suis affairée au cours des derniers mois à constituer un vaste réseau de collaborateurs. Donc, j'ai recruté des collaborateurs dans les universités, dans les entreprises technologiques et dans les musées pour créer cette communauté, en fait, qui s'engage dans des projets d'innovation collaborative qui visent à développer des nouveaux outils numériques dans un contexte de musée. Et donc, au cours des derniers mois, avec l'équipe du PRISM, qui est composée également de Rose Mercier-Marcotte, qui est la coordonnatrice du PRISM, et de 2 stagiaires MITAX, Flavio et Raphaël, nous avons mis en place des cellules d'innovation collaborative. Et on a développé des outils qui permettent de faciliter et d'accompagner les démarches d'innovation collaborative qui sont menées à l'intérieur du Musée des Beaux-Arts, mais également en soutien à d'autres musées du Québec. Donc, notre mandat n'est pas uniquement de soutenir l'innovation collaborative au sein du Musée des Beaux-Arts, mais d'en faire profiter également les autres musées du réseau de la Société des musées du Québec. Et donc, dans ces outils, on a choisi une démarche. On utilise comme point de départ la démarche du design thinking qui a été développée par la D-School de l'Université Stanford, qui comporte 5 étapes qui nous permet en fait de développer des nouveaux dispositifs ou des nouvelles manières de s'approprier des dispositifs en faisant collaborer des visiteurs, qu'on appelle des visiteurs utilisateurs, dans nos démarches d'innovation. On appelle ça donc la démarche de conception qui est centrée sur l'humain. C'est-à-dire qu'on a pris une démarche qui existait déjà à l'Université Stanford et on l'adapte pour pouvoir lui donner une saveur Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans lesquelles transparaissent les valeurs humanistes et inclusives du Musée des Beaux-Arts. C'est pour ça qu'on appelle ça la démarche de conception centrée sur l'humain. En ce sens, lorsqu'on développe des expériences numériques ou des nouveaux dispositifs, ce que l'on souhaite, c'est que ces dispositifs puissent venir faire vivre une expérience qui répond aux besoins ou aux projets humains des personnes qui participent à ces expériences numériques. On ne veut pas non seulement les considérer comme des utilisateurs, qui seraient très mécanistiques, mais vraiment comme des humains qui viennent vivre une expérience dans un contexte de musée. La deuxième question qui m'a été posée, c'est quel est l'intérêt d'avoir un lab numérique au musée? Je vous dirais que l'intérêt principal, c'est de pouvoir avoir la chance de mettre en place une approche expérimentale. Donc, au lieu de voir le numérique comme un projet où on a investi un certain montant d'argent pour produire un dispositif qu'on offre ensuite aux visiteurs, on aborde cette démarche de conception dans une approche expérimentale. C'est-à-dire qu'on se donne le temps de pouvoir tester et de pouvoir co-créer avec des visiteurs des expériences numériques dans le contexte du musée. On prend le temps donc d'observer, de questionner, de dialoguer, de co-créer avec des visiteurs et avec, comme je vous le disais tout à l'heure, un ensemble de collaborateurs qui nous viennent de différents domaines. Donc, des chercheurs universitaires, des créateurs technologiques et des professionnels de musée, entre autres. Et dans certaines cellules d'innovation, on ajoute également des spécialistes des contenus, soit des enseignants, des conseillers pédagogiques, des artistes, des historiens, tout dépendant des contenus et des projets qu'on met en place. L'intérêt aussi d'avoir un laboratoire, c'est de pouvoir développer de la connaissance
Donc, on s'engage dans des démarches d'innovation très concrètes qui nous amènent à penser une nouvelle médiation, à développer des nouveaux dispositifs, mais à travers ces démarches-là, on crée de la connaissance parce qu'on a toujours des projets de recherche qui sont associés à ces démarches d'innovation ou de conception. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre les interactions entre les visiteurs et le numérique dans le contexte du musée, et ce qui nous permet en plus de pouvoir développer dans le futur des nouvelles expériences numériques qui vont être en adéquation avec les besoins fondamentaux des visiteurs du musée. Troisième question qui m'a été posée, est-ce que le numérique peut favoriser l'accessibilité et l'inclusivité? Alors, dans le Prisme, avec notre équipe, on est convaincu que le numérique peut contribuer à l'accessibilité et à l'inclusivité. Je peux vous donner quelques exemples, en fait, de projets qu'on a testés ou qu'on est en train de tester et de mettre en place qui contribuent à cette accessibilité. Par exemple, dans les musées, on a souvent certaines catégories de public qu'on accueille régulièrement. Et il y a d'autres types de publics qu'on a plus de difficultés à accueillir ou à recevoir dans nos musées. Par exemple, les adolescents. C'est connu dans la littérature sur les musées que les adolescents ne sont pas très intéressés en la visite de musées. Ça fait souvent partie d'une sortie scolaire durant l'année, mais ça ne fait pas partie de leur pratique culturelle naturelle, disons. Et donc, au musée, on a exploré, en fait, l'utilisation d'applications numériques qui mettent en place des stratégies de gamification pour pouvoir, donc la ludification, pardon, en français, pour pouvoir aller rejoindre des adolescents dans leur pratique normale. Donc, ils sont très intéressés par le jeu, par les défis, par les escape games, par le jeu vidéo. Et donc, on utilise ces stratégies-là dans un parcours qu'on leur offre sur tablette au musée, qui s'appelle le parcours Quelle histoire, et qui a été développé en collaboration avec Ubisoft, qui nous permet donc d'aller rejoindre les adolescents et de les inviter à s'approprier le musée autrement. Un autre exemple que je peux donner, on a une cellule d'innovation qui s'intéresse donc à la nouvelle aile des arts du tout monde au musée. Et donc, on travaille avec une petite entreprise à développer une application mobile qui permet, en fait, à des ambassadeurs et à des personnes qui sont issues de la diversité, donc des membres des communautés culturelles de Montréal, qui leur donnent une voix, qui peuvent s'exprimer, qui peuvent parler de ce que leur fait vivre la rencontre des objets de la collection et le partager avec d'autres visiteurs. C'est une façon de contribuer à l'inclusion et à leur accueil dans nos salles du musée. D'autre part, on a un projet aussi en mieux-être qui s'adresse aux personnes du spectre de l'autisme. Et donc, on voit comment est-ce que des expériences numériques qui pourraient leur être offertes en salle ou dans leur milieu éducatif pour susciter un apaisement, un état de contemplation qui les prépare à la rencontre d'œuvres visuelles. Donc, c'était pour vous montrer quelques exemples de projets de recherche ou de conception qu'on a mis en place dernièrement et qui nous permettent un peu d'explorer l'impact du numérique sur l'accessibilité et l'inclusion. La quatrième question, c'était « Est-ce qu'il y a des initiatives que tu as mises en place et dont tu es fière? » Alors, je pourrais dire que dans la dernière année, ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir réussi à bâtir cette communauté. Je vous en ai parlé au départ, le réseau, en fait, de collaborateurs. On a plus de 240 collaborateurs qui ont été rejoints par nos activités, soit les journées de sprint créatif, soit nos activités de cellules d'innovation, soit dans des projets numériques qu'on a offerts aux visiteurs, également dans des résidences de mise à l'essai où des entreprises techno sont venues dans l'espace de notre laboratoire pour venir tester des prototypes avec des visiteurs. Et donc, toutes ces personnes, autant les professionnels de musée, des chercheurs universitaires, des créateurs technologiques et des visiteurs, font partie de cette communauté qui nous permettent donc de réaliser des collaborations et de susciter une créativité nouvelle parce qu'on utilise la stratégie en fait de la rencontre des différentes perspectives.
Un créateur technologique n'a pas les mêmes pratiques et les mêmes perspectives sur son travail qu'un chercheur universitaire qui va arriver avec une question pour créer de la connaissance. Et donc, quand on fait rencontrer ces différentes perspectives, il y a de nouvelles idées qui émergent. C'est notre stratégie principale et je suis très fière, en fait, d'avoir réussi à mettre en place ce réseau qui est dynamique et qui nous amène tous les jours de nouveaux défis et de nouvelles idées. Dernière question, ça concerne les projets à venir. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir dont tu peux déjà nous parler? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de s'adapter au contexte et de nous ajuster, toujours dans un souci de pertinence de notre projet, de notre laboratoire. Et bien sûr, on est plongé depuis 2 mois dans une situation de pandémie. Et ce qui fait que nos musées sont fermés et que nous ne pouvons plus accueillir les visiteurs comme nous avions l'habitude de le faire. Et ça suscite une foule de questionnements. Et bien sûr, le numérique est vu comme un moyen de pouvoir maintenir des interactions, de pouvoir continuer à diffuser, démocratiser nos collections, nos contenus dans nos musées du Québec. Et donc, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on est en train de mettre en place un nouveau programme d'accompagnement. On va créer de nouvelles cellules d'innovation qui vont ensemble se poser des questions et essayer d'explorer le potentiel de certaines technologies dans de nouvelles formes de médiation que le musée peut offrir à distance pour aller rejoindre les publics confinés, notamment les personnes âgées qui sont en situation d'isolement et comme on l'a vu, qu'elles souffrent beaucoup en fait dans cette situation actuellement. Donc on voudrait trouver des manières de pouvoir leur amener des expériences culturelles à travers le numérique. Donc ça c'est un des projets qu'on va mettre en place cette année. Et sinon, également, du côté de ces expériences que l'on peut vivre à distance, on est en train de mettre en place quelques projets qui nécessitent de la modélisation 3D des œuvres du musée. Donc, avec les techniques de la photogrammétrie, on va modéliser des objets pour pouvoir les mettre en scène dans des musées virtuels ou dans des espaces virtuels qui mobilisent la technologie de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. De cette manière, on pourrait offrir des expériences de rencontre des objets à travers le numérique, éventuellement à distance, en permettant aux gens de vivre ces expériences dans le confort de leur salon. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite bon courage et beaucoup de résilience dans les semaines à venir. À bientôt, j'espère.